Bienvenue dans les Dessous des bibliothécaires en version podcast. Pour cette fin d'année et cette période de Noël, nous vous proposons la lecture du début du célèbre conte de Peau d'âne dans une édition magnifique, une édition adaptée donc par Cécile Romiguer et illustrée par Alessandra Maria sous la direction du fameux Benjamin Lacombe, lui-même illustrateur de génie. Un livre qu'on a à la bibliothèque et qu'on vous propose en lecture, donc des mots, des contes, un bel univers et à la joie de vous retrouver certainement à la bibliothèque, pourquoi pas pour emprunter ce très beau Peau d'âne. Peau d'âne. En ce lieu que tous nommaient le royaume, le temps s'était arrêté. Tous attendaient. Il était une fois dans une chambre éblouissante de lumière, encerclée par les reflets que se renvoyaient les murs couverts de miroirs, un homme. Agenouillé auprès de l'immense lit, cet homme semblait prier. Il murmurait « Tu es si belle ce matin encore. Comment pourrais-je y croire ?» La femme la plus belle que l'on ait jamais vue était étendue là, sur des draps plus blancs qu'une aube enneigée. Elle souriait. « Il le faudra pourtant, tu le sais. Ce soir, je ne serai plus de ce monde. » Les larmes de l'homme coulèrent sur ses joues. La femme serra sa main entre les siennes. « Si tu te remaries, promets-moi. » Et comme l'homme protestait, elle resserra son étreinte. « Promets-moi que tu n'épouseras qu'une femme plus belle que moi. Plus... » L'homme eut un hoquet. Les derniers mots de la femme s'effacèrent. Son souffle devint un fil plus fin que celui qui relie l'araignée à sa toile. Son visage prit la teinte d'albâtre des draps autour d'elle. Bientôt, ses doigts relâchèrent la main de l'homme, qui se retrouva abandonné, perdu dans ce grand lit blanc. L'homme hurla. Son cri aspira l'air autour de lui. Recroquevillée derrière la porte de la chambre, une enfant, seule, éplorée, grimaça. Elle couvrit ses oreilles de ses paumes pour ne pas entendre, pour ne pas se laisser envahir par la douleur de son père. Dehors, des sirènes résonnèrent. Elles firent trembler les vitres de la serre géante et ployer les herbes, les fleurs et toutes les plantes précieuses qui y poussaient. Au feulement des sirènes, tous surent que la reine n'était plus. Un voile de tristesse se déploya sur le royaume. Le royaume tout entier suivit les funérailles de la reine. Chacun savait tout ce qu'avait accompli ce que l'on nommait à la manière d'une très ancienne coutume le roi et la reine. Le couple avait débarqué, il y a bien longtemps, d'un vaisseau aux soutes rempli de plantes et d'animaux. Ils avaient transformé ces terres austères en un lieu de vie où rien ne manquait, ni l'air pur, ni l'eau, ni la nourriture. Grâce à eux, avec l'abondance était venue la paix, et on les avait nommés rois et reines en souvenir des temps légendaires. Alors, en ce jour de deuil, tous, pleins de reconnaissance, suivaient la capsule de chanvre et de lin mêlé. Ce sarcophage, lourd de la mort de la reine, portait en lui la vie à venir. Une fois planté dans le sol, il nourrirait la graine que l'on avait posée entre les mains croisées de la reine défunte et un arbre pousserait. Mais en attendant, tous marchaient, tristes de la tristesse du roi, et tous se souvenaient. Ils se souvenaient d'un temps où le royaume avait connu l'apogée du bonheur, au moment où le roi et la reine, aimés, respectés de tous, avaient vu naître leur enfant. C'était une fille. De sa mère, elle avait la beauté et l'amour de la nature. De son père, un air tranquille et posé. Curieuse, elle regardait le monde autour d'elle en souriant. On aurait pu rêver enfant plus parfaite. Chapitre 1. La reine, qui gardait une immense tendresse pour une cousine avec qui elle avait grandi, lui proposa d'être marraine de sa fille. La femme vivait maintenant dans les profondeurs sous-marines où elle menait des recherches sur les monstres aquatiques. Aussi brune que la reine était blonde, elle aimait observer, discuter, comprendre le monde et ses énigmes. Heureuse de cette naissance, mais peu accoutumée à s'occuper des nouveau-nés, la cousine accepta et se mit en route pour rencontrer sa filleule, avec l'esprit plein d'une grande curiosité. Pour ce jour de fête, tout avait été préparé au mieux dans le dôme, le château royal bâti sous une immense coupole de cristal. La cérémonie avait lieu dans la salle d'apparat. Des lianes orchidées s'élançaient en arceaux au-dessus du dôme, des plantes, des fleurs tressées tapissaient les murs, leur parfum avait été minutieusement choisi pour donner au lieu un air léger et printanier, sans entêter ni gêner qui que ce soit, et surtout pas le bébé ou sa mère.
Des oiseaux pépiaient dans des cages de verre transparentes. Des mammifères aux poils chatoyants doublaient la haie d'honneur des plus nobles personnalités du royaume. Près du berceau, un âne, une pauvre bête sans majesté ni flamboyance, broutait d'une gerbe d'herbe fraîche sans se préoccuper de l'excitation autour de lui. Cet âne était l'animal fétiche du roi. Il était là depuis toujours. Il avait voyagé avec les souverains dans leur vaisseau et fournissait en crottant un engrais de croissance si puissant qu'il garantissait l'abondance à tout le pays. Assis là, près de son âne porte-bonheur, à côté de sa femme tendrement aimée, de sa fille nouveau-née et entouré de son peuple qui le vénérait, le monarque rayonnait. La reine, elle, était encore fatiguée de cette mise au monde, mais une douce lumière émanait de son pâle visage. En retard, courant presque, la marraine apparut devant la coupole. Elle était vêtue de violet, dès la tête aux pieds, une habitude qu'elle avait de ne porter qu'une couleur à la fois. Souriant de voir sa cousine toujours aussi excentrique, la reine la présenta à l'assemblée. « Voici la marraine de notre fille, ma cousine, couleur lilas. » La cousine fit un rapide signe de la main pour répondre aux applaudissements de la foule. Puis, elle se pencha sur l'enfant. Le silence emplit le dôme. Personne n'osa bouger. Même les oiseaux se retinrent de gazouiller. La femme regarda longuement le bébé. Dans son berceau, sérieuse, l'enfant fixait sa marraine de ses yeux grands ouverts. La femme releva son visage et le tourna vers la reine. « Diable! Comment un être aussi minuscule peut-il avoir d'aussi grands yeux ?» Le bébé étira son visage en une étonnante mimique qui fit rire la femme. « Et de l'esprit déjà, elle me plaît. » Elle prit les doigts du bébé entre les siens et s'adressa à sa filleule. « Je serai ta bonne fée, jolie princesse. Tu peux me regarder, oui. C'est moi, je suis la fée Lila. Quoi qu'il advienne, je serai toujours là pour toi. » Soulagés, tous reprenaient leur souffle, tous applaudirent la fée marraine de l'enfant nouveau-né. Les années passèrent. L'enfant grandissait, heureuse et sage. Son père lui avait offert une immense volière où elle aimait rester de longs moments à imiter le chant des oiseaux et à leur jouer des morceaux de musique sur un clavier au son cristallin. Elle ramassait les plumes qu'il perdait, s'en faisait des couronnes ou des ailes, des parures qu'elle accrochait à ses robes. Aimée de ses parents, cajolée, ne manquant de rien, apprenant facilement, la princesse était heureuse. Elle riait beaucoup. Qui aurait pu croire que ce temps du bonheur aurait un jour une fin ? La princesse avait 7 ans quand sa mère tomba malade. Les meilleurs médecins, les plus grands chercheurs et quelques charlatans furent appelés à son chevet. Rien n'y fait. La reine s'étiolait. Comme une fleur trempée dans une eau trouble et vénéneuse, la reine devenait de plus en plus belle au fur et à mesure qu'elle devenait plus fragile, plus exsangue. Sa beauté diaphane irradiait l'air autour d'elle. Bientôt, elle n'eut plus la force de voir sa fille. Seul le monarque entrait chez elle, et il crut mourir quand sa femme mourut. Chapitre 2. Le temps des funérailles passé, le monarque s'enferma dans ses appartements. Il ne trouvait le repos que dans la lecture de poèmes d'amour et la contemplation d'images aux couleurs passées. Voir sa fille lui faisait mal, elle lui rappelait trop sa mère. Il confia la princesse aux meilleures préceptrices, aux meilleurs professeurs, aux meilleures nourrices, et s'en désintéressa. La princesse grandit malgré tout. Oh, bien sûr, elle regrettait le temps de la tendresse et des baisers. Chaque matin, elle pensait à sa mère et espérait une visite de son père. Mais plutôt que d'être triste, elle veillait à trouver dans chaque détail de sa journée un bonheur à savourer. La vue d'une fleur fraîchement éclose, le goût d'un dessert à la texture surprenante, un tissu doux au toucher, une simple framboise. La princesse se délectait du moindre plaisir. Le père n'avait pas la philosophie de sa fille. Il ruminait son chagrin, il tournait dans sa peine comme une souris dans sa roue. Il choisissait les poèmes qu'il lisait, les musiques qu'il écoutait, afin d'être conforté dans sa douleur. Rien ne pouvait l'en faire émerger. Le roi vivait comme si le monde avait disparu avec la reine. Autour de lui, les conseillers s'inquiétaient. Certes, les réserves étaient grandes, mais le pays se mit à souffrir de ce désintérêt. Et tous murmuraient.
Sa Majesté devrait sortir, parcourir le pays, voir du monde. Jusqu'au jour où l'un d'eux finit par suggérer « Sa Majesté devrait se remarier ». Loin de s'offusquer, le roi trouva l'idée plutôt bonne. Assurément, seul un nouveau mariage pourrait clore un deuil aussi terrible. Le monarque s'agita. Il se leva, demanda des nouvelles de telle ou telle dame du pays qu'il avait rencontrée ici et là. Les conseillers, ravis, en rajoutaient sur la bonté de l'une, l'humour et l'intelligence de l'autre, et la beauté de... À ce mot, le roi retomba assis sur son fauteuil, écrasé par le souvenir de sa promesse. « Je ne peux épouser qu'une femme qui soit plus belle que la reine. » Les conseillers se regardèrent, ils hochèrent la tête, puis, fébriles, se mirent à pianoter sur leur machine, à la recherche de la femme à la beauté suprême. Et tous y crurent. Le remède était là, à portée de main. Ils allaient trouver la femme idéale, le roi allait se remarier, et tout redeviendrait comme avant. Alors, tous cherchèrent, tous fouillèrent le pays comme les royaumes les plus lointains. Des semaines, des mois, des années passèrent sans qu'aucune femme satisfasse à la demande de la reine défunte. Aucune n'était assez belle. Le roi s'agaçait, il devenait de plus en plus irritable. Les conseillers désespéraient. Le royaume commençait à dépérir. Partout, les querelles germaient et la paix était menacée. Trop grande, trop blanche, trop brune, trop épaisse, pas assez ronde, trop menue, trop pointue, pas assez lumineuse, trop vieille, beaucoup trop vieille, pas assez, trop et encore trop. Au soir d'une journée passée à arpenter le dôme, dans tous les sens en ruminant ses déceptions, le roi entra sans y prêter attention dans la volière où sa fille répétait un étrange ballet. Elle était là, au milieu de plantes foisonnantes, la chevelure soulignée d'un filet d'argent, vêtue d'une simple robe brodée de liserons. Les bras tendus, la princesse sifflait un air joyeux. Tout au long de la mélodie, un oiseau ou un autre venait se poser sur les bras offerts, saluer, bouger la tête en rythme, puis s'envoler. On avait l'impression que les oiseaux reconnaissaient les notes et savaient quand se poser, quand s'envoler. Un trille, et voilà qu'un groupe de rouge-gorge se déployait autour des épaules de la princesse. Un glissando, et c'était une mésange qui se posait au bout de ses doigts. Stoppé net dans sa marche par ce tableau de rêve, le roi oublia tout. Ses déceptions, qui il était, son âge, son deuil. La princesse n'était plus une enfant, elle était devenue une jeune fille. Et une jeune fille si belle que la reine, sa mère, n'aurait eu aucune peine à l'admettre. La princesse était plus belle qu'elle. Le monarque sortit sans faire de bruit. Son cœur s'emballait. Mais le lourd manteau écarlate qu'il portait étouffa ce battement aux accents des anciens tambours de guerre. Il était déjà loin de la volière quand un geai lança son cri rauque. Sans même en parler à ses conseillers, le roi sortit du dôme pour la première fois depuis la mort de sa femme. Il enfourcha une monture sans ornement pour ne pas être repéré et se dirigea vers la tour de la Sagrada Sapienza. Il la devina de loin, la Sagrada Sapienza. Elle était si haute que son sommet se perdait dans les nuages. Plus personne ne savait quand elle avait été construite. Posée sur une carapace de tortue géante, elle était faite d'une dentelle de pierre et de béton. Le roi entra dans son cœur, percé d'un escalier en colimaçon. Il l'escalada dans un vertige grandissant, d'étage en étage. Enfin, tout en haut, il pénétra dans une salle où il avait l'habitude, autrefois, de s'isoler avec sa femme quand les obligations du royaume se faisaient trop pesantes. C'était une pièce circulaire, trouée de lumière. Du sol au plafond, ses murs étaient tapissés de livres, de miroirs, et ponctués de larges sofas qui permettaient de rester là à lire et à réfléchir sur le sens et la nature des choses. Le roi avança, tout rouge, et le visage en sueur d'avoir tant grimpé. Il se laissa choir sur un fauteuil et ferma les yeux. Un père épouser sa fille? Dans quel livre est-il écrit que cela puisse se faire? Mais une promesse est une promesse, et elle est si belle. Les idées du roi passaient d'un point à un autre, elles s'emmêlaient, se chevauchaient. Bientôt, la confusion fut totale, empêchant toute lueur d'éclairer son esprit. Fatigué d'avoir tant réfléchi, le roi se dressa. Un vent glacial traversa cette pièce percée de fenêtres sans vitres.
le monarque avait décidé. « C'est une fort bonne idée. J'épouserai ma fille. » Tous apprirent la nouvelle sans y croire. Le roi avait décidé d'épouser sa fille. Tous furent pris de doute et de malaise, mais personne ne dit mot. La princesse fut appelée auprès du monarque. Le roi, son père, voulait la voir. Il voulait lui parler. Elle courut vers lui sans prendre la peine de se changer, les mains toutes terreuses des plantations qu'elle venait de faire. Elle entra dans la pièce d'apparat du dôme et se jeta contre son père comme elle le faisait, enfant. « Papa, mon père, vous vouliez me voir ?» Embarrassé, le monarque n'osait la serrer contre lui, ni poser ses mains sur ses cheveux lâchés en boucles qui couvraient le dos de la princesse. « Ma fille, reculez un peu que je vous voie. Vous avez tant grandi. Et je sais nager à présent, et calligraphier, et jongler avec les abscisses et les ordonnées, et... » Le roi rit, puis reprit d'un air sérieux pour lui annoncer. « Ma fille, je vais vous épouser. » La princesse crut d'abord avoir mal compris. « Vous allez vous marier ?»« Oui, nous allons nous marier. » Le dôme serait tombé sur elle, la princesse n'en eût été pas plus stupéfaite. « Mais père, ce n'est pas possible. » Le monarque haussa un sourcil, se leva et affirma. « Je vous demande solennellement votre main. Je vous laisse y songer et me donner votre réponse. Le temps de préparer la cérémonie, nous nous marierons. Allez, maintenant. » Chapitre 3. Terrorisée, le ventre noué, la princesse regagna ses appartements en toute hâte. Son père l'épousait. Elle avait peu d'expérience des choses de la vie, pourtant il lui semblait bien que les hommes et les femmes, tout comme les animaux, ne se mariaient pas entre parents et enfants. Mais une enfant devait obéissance à son père. Elle passa une nuit épouvantable à se demander que faire, regrettant sa mère comme elle ne l'avait sans doute jamais regrettée. Jusqu'au moment où elle eut une idée. Une personne pouvait l'aider, sa marraine. La princesse s'éveilla avant l'aube. Elle avait peu vu la fée Lila durant toutes ces années. La femme était trop occupée dans ses recherches. Mais la princesse savait où la trouver. Elle courut vers la mer. Le soleil se levait quand elle atteignit l'entrée du laboratoire. Elle passa la porte d'une cabine, un cube de métal posé sur une falaise de bruyère et d'ajoncs qui surplombait l'océan. Il suffisait d'entrer dans le cube, puis un mécanisme plongeait le visiteur bienvenu sous les eaux, ou refusait de bouger si c'était un intrus. La princesse entra. Le cube se mit aussitôt en mouvement. Lentement, il descendit dans le roc, puis il pénétra dans l'eau et ses parois de métal devinrent transparentes. La cabine continuait de descendre. La princesse sourit à la vue d'une méduse aux tentacules orangés qui vint nager près d'elle. Elle toucha la vitre du doigt et la danseuse des mers la salua d'une révérence. Les eaux devenaient sombres, le soleil ne les traversait plus. Le cube descendait encore et encore et encore. Enfin, il se posa et s'enclencha sur son socle avec un bruit mat. La fée Lila attendait sa filleule. Elle comprit en la voyant que la jeune fille était dans un grand désarroi. Elle la serra dans ses bras et l'emmena dans son laboratoire, une pièce éclairée d'une lumière violette qui rendait tout étrange. Elles parlèrent longtemps. La princesse finit par révéler à sa marraine la demande en mariage de son père. La fée Lila prit les mains de sa filleule entre les siennes. « Mon enfant, un père ne peut pas épouser sa fille. Une telle union irait contre les lois de la nature. »« Mais c'est mon père, comment lui désobéir ?» La reine se retint de sourire. Elle se leva et effleura une sorte de galet. Les murs autour d'elle devinrent transparents, dévoilant le fond de l'océan. « Mon univers, regarde. » Bouche bée, la princesse suivit sa marraine, qui se tenait tout près des vitres. Un animal marin à la bouche énorme s'approcha. La princesse laissa échapper un cri. Le rire de la fée Lila tinta. « N'aie pas peur. Certains les appellent des monstres, pourtant. Chaque jour, j'apprends d'eux. Quoi qu'en dise ton père, on ne se joue pas de la nature, mon enfant.
Il y a de grandes règles à respecter. La fée fit un signe de la main aux animaux marins et appuya sur le galet de la commande des volets. L'océan et les habitants disparurent. Pour ton père, j'ai une idée. Demande-lui une robe couleur de l'océan avant de lui donner ta réponse. Il lui en coûtera tant qu'il renoncera sans doute à cette folie. Et si cela ne suffit pas, invente des demandes plus folles encore. Prends ce galet. Si tu as besoin de moi, effleure-le pour que je sois près de toi. La fée Lila embrassa le front de sa filleule et retourna à ses recherches.